Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle interview. Donc je les enchaîne en ce moment et je suis en compagnie du docteur Luc Julia. Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté, mon invitation et vous êtes, donc je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes actuellement le directeur scientifique de Renault Group. Vous êtes reconnu, mondialement pour être, l'un des 2 concepteurs de l'assistant vocal Siri. Vous avez aussi été senior vice-président et CTO de Samsung, chargé de l'innovation. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont L'intelligence artificielle n'existe pas, le co-créateur de Siri déconstruit le mythe de l'IA. Et alors ma première question concerne votre nouveau livre qui s'intitule IA générative, pas créative. L'intelligence artificielle n'existe toujours pas. Alors, si l'IA n'existe pas, alors c'est une question qui vous est posée sur, mon site, mon média dont je vous ai un peu parlé, qui s'appelle Question R. Donc là, je vais vous montrer, la question qui a été posée par un citoyen et à laquelle, vous avez, la gentillesse de répondre. Donc, cette question, si on n'arrive pas à la lire: «Si l'IA n'existe pas, ne vaudrait-il pas mieux parler de machine learning ou d'une autre expression moins manipulatrice?» Ouais, bah, c'est exactement ça, hein. Le problème, quand on parle d'intelligence artificielle, le mot qui pose le problème, c'est intelligence. Enfin, la façon dont on a utilisé le mot intelligence, parce qu'on a fantasmé sur le fait que c'est cette intelligence artificielle, parce qu'on la met souvent au singulier, cette intelligence artificielle va être, omnipotente, faire tout et n'importe quoi et peut-être un peu n'importe quoi. En fait, j'appelle ça l'intelligence artificielle de Hollywood. C'est, de la science-fiction, hein, c'est Terminator, un truc qui fait peur, qui va nous tuer. C'est Her, dont on tombe amoureux, mais qui sert à rien. Donc c'est cette intelligence artificielle omnipotente qui n'existe pas et effectivement, comme dit, je sais pas comment vous dites, l'auditeur ou la personne sur le site, il vaudrait mieux l'appeler autrement. Bon. La réalité, c'est que quand en 1956, on a décidé d'appeler ça intelligence artificielle, c'est américain, hein, c'était l'université de Dartmouth et en anglais, intelligence, il y a deux définitions. Il y a d'un côté smartness, donc effectivement notre cerveau et notre intelligence, mais il y a aussi intelligence comme dans CIA, dans la CIA, c'est information. Et en fait, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on utilise l'information, les données, pour faire en sorte de créer des modèles statistiques en général. Et donc, effectivement, le machine learning, c'est plutôt ça. On apprend aux machines avec ces données. Et d'ailleurs, plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on a appelé ça plus machine learning, deep learning, aujourd'hui les IA génératives. Mais c'est vrai que rapidement, très rapidement, en fait, presque tout de suite, dans les années 50, on a tout de suite fantasmé sur le terme intelligence et on s'est mis à faire croire que ça allait nous concurrencer. La réalité, moi, je le mets au pluriel, hein, ces intelligences artificielles. Je dis que si je le mets au singulier, je vais dire que c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils différents, divers et variés, aussi différents qu'un marteau, un tournevis, une scie. Et donc, ces intelligences artificielles sont des outils, ne sont que des outils qui vont être, par définition, utiles dans des domaines particuliers. Et j'ai un scoop, en fait, hein, parce que j'entends souvent dire « Oh là là, l'intelligence artificielle va être plus forte que nous ». Alors j'ai le scoop, c'est que ces intelligences artificielles, ces outils, par définition, sont meilleurs que nous depuis la nuit des temps, en fait, pas seulement depuis 1956, parce qu'on fait des IA depuis très 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 longtemps, sans même le savoir, hein, un peu comme Monsieur Jourdain. Et donc ces IA sont plus fortes que nous, parce que dans le domaine particulier pour lequel elles ont été définies, elles ont été fabriquées, eh ben, elles sont meilleures que moi, parce que c'est l'outil. L'outil est meilleur que moi. Le marteau plante le clou mieux que mon poing. D'accord. Et c'est exactement pareil pour toutes les IA, pour tous ces outils. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui tournons le manche, hein, du marteau, de l'outil, et on peut les utiliser à bon et à mauvais escient. Et bon escient, c'est planter un clou, mauvais escient, c'est planter une vis. Ça sert à rien, d'accord, ça marche pas, hein, avec le marteau. Ou encore moins, encore plus mauvais escient, on va dire, c'est vous taper sur la tête avec le marteau. D'accord, donc ces IA, dans les domaines particuliers pour lesquels elles sont fabriquées, elles sont très fortes, elles sont meilleures que nous, par définition, mais je peux l'utiliser de la mauvaise manière. Et c'est ça qui aussi entretient ce mythe et qui peut nous faire peur, parce qu'effectivement, on peut les utiliser de la mauvaise manière, mais ce n'est pas les IA qui doivent faire peur, c'est nous.
Très bien, bah, merci d'avoir répondu à cette question posée donc par un citoyen. Vous pouvez aller sur questionnaire.io et poser les questions aux personnalités que vous voulez. Voilà, c'est le principe de ce nouveau site. Je vous poserai une dernière question à la fin par rapport à tout ça, mais avant, donc maintenant ce sont mes questions à moi. Alors, vous expliquez notamment, justement comme vous venez de le faire, que ces technologies ne sont qu'un outil de plus et ne font que reproduire et régénérer des données existantes en réponse à un prompt que nous formulons. Alors justement, lors d'une récente interview à TED, Chris Anderson a demandé à Sam Altman, donc le patron de ChatGPT et d'OpenAI, si ChatGPT ne posait pas un problème de plagiat. Et Sam Altman a assumé. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, évidemment, je veux dire, les données, c'est des données du passé, d'accord? C'est donc par définition, c'est des données d'hier et ces données d'hier, il fallait aller les chercher et ces IA, comme j'ai dit, bon, depuis 30 ans maintenant, on fait des IA qui sont des IA statistiques, on crée des modèles, donc machine learning, deep learning, et IA générative et c'est de plus en plus de données, hein. La réalité, c'est que quand on faisait du machine learning dans les années 90, c'était 100 000 paramètres, d'accord? Quand on faisait du deep learning, c'était 10 millions de paramètres, jusqu'à 100 millions de paramètres. Aujourd'hui, quand on fait des IA génératives, quand on crée le modèle, donc quand on crée ce gros machin dans lequel il va y avoir toutes ces données, eh ben, on parle de milliards de paramètres. Et c'est, en fait, ChatGPT, en l'occurrence, le 4O, c'est 1200 milliards de paramètres. Alors, si vous voulez, 1200 milliards de paramètres, vous avez évidemment été piqué des trucs. D'accord? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le New York Times fait un procès à OpenAI, parce qu'ils se sont rendus compte que leurs articles qui sont online, donc accessibles, mais quand même copyrightés, ont été pillés. Donc, il faut être très clair. Et donc, du coup, cette histoire de plagiat, évidemment, si vous vous référez à un modèle, par définition, le modèle, il a deux définitions, en fait, dans l'IA. C'est un modèle parce qu'on crée, donc on agrège plein de données, mais c'est un modèle dans le sens où je vais m'en inspirer. Donc, évidemment, c'est du plagiat. Donc, les IA plagient les datas qu'elles ont été cherchées. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elles les plagient, mais d'une manière un peu bizarre des fois, parce que elles les agrègent, elles les reformulent, enfin, elles font plein de trucs un peu bizarres. C'est pour ça que souvent, et on peut définir le souvent, elles ont tort, donc elles font des erreurs, et elles font ce qu'on appelle les hallucinations. Donc, elles ne font pas que répéter ce qu'il y a dans Internet. Elles répètent jamais exactement. Donc, c'est toujours un peu modifié par rapport aux originaux. Mais il faut dire aussi que dans les originaux, étant donné que c'est le web en gros, hein, donc c'est tout le web, il faut dire aussi qu'il y a tout et son contraire dans le web aussi. Ouais. Alors, autre question. Ce qu'on appelle l'IA est en train de dominer une grande partie du champ des startups, à l'instar des cryptos ou des NFT il y a quelques années. Va-t-on assister à l'éclatement de la bulle IA sous peu d'après vous? Oui, on est là, c'est encore pire que les cryptos, que NFT, que le metaverse, enfin tous les machins. On est bien dans la Silicon Valley, hein, nous, dans la Silicon Valley, tous les ans, tous les 2 ans, on s'excite sur quelque chose, hein, on rentre dans la courbe de hype de Gartner, là, on est tout excité sur un truc et puis après, bon, ça descend. Alors, la descente est plus ou moins mauvaise, dans le sens où il y a des bulles qui sont plus ou moins grosses et qui explosent plus ou moins d'une manière qui éclabousse plus ou moins, quoi, on va dire. Évidemment, on se rappelle tous de la bulle d'Internet, hein, qui a explosé en 2001. Donc, tout le monde faisait des sites d'Internet de bouffe de chien, hein, c'était super. Mais bon, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça faisait quand même beaucoup de sites de bouffe de chien. Et donc, ça a explosé effectivement. Là, il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi aussi sur les IA. Il faut mettre IA dans son business plan si on veut être financé par les venture capitalistes. Donc c'est un peu embêtant. On est un peu au même niveau que ce qui se passait dans les années 2000, hein, 25 ans après. Je pense que ça va exploser. Alors, ça peut exploser de diverses manières, hein. Ça peut exploser juste par faire une petite explosion et une mort lente de certains acteurs. Moi, je pense que des acteurs comme OpenAI vont mourir, en fait, s'ils continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils sont dans la course au gigantisme, ils vont mourir. Et effectivement, si un OpenAI meurt, ça fait une onde de choc.
parce que c'est des milliards de dollars investis dans cette boîte-là. Avec Stargate, il y a Trump qui leur a promis 500 milliards de dollars. Bon, c'est du grand n'importe quoi, en fait. Par contre, il y a une nouvelle vague, en quelque sorte, d'IA plus, on va dire, responsables, on peut en parler aussi, et des IA qui sont plus petites, plus frugales, plus spécialisées. Et c'est ce qu'on appelle aussi les IA agentiques. Donc, cette nouvelle vague-là est faite, je crois, par contre, pour durer. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sain, dans le sens où elles sont déjà beaucoup plus pertinentes, ces IA, et elles reprennent des idées qui sont des idées des années 80 et 90. Les agents existaient dans les années 80 et 90. Et cette orchestration de petits agents qui sont chacun capables de faire des trucs très spécialisés et orchestrer donc tous ces agents-là qui vont pouvoir faire des tâches qui sont beaucoup plus complexes en les orchestrant, bah là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et ça va être effectivement quelque chose de bien. Mais si on continue comme les Gemini, les OpenAI et tout ça à faire des gros machins, des gros modèles, je pense que là, oui, la bulle va exploser de ce côté-là. Et question connexe, le fait que Y Combinator n'ait choisi dans ses derniers batchs quasiment que des boîtes IA, est-ce que ça vous préoccupe? Ça me préoccupe pas vraiment, en fait, parce que comme j'ai dit, bon, Y Combinator, c'est du business dans la vallée, hein, donc ils sont là pour pousser des idées qui vont être financées par des VC, et les VC aujourd'hui n'ont qu'un mot dans la bouche, effectivement, c'est IA. D'accord? Donc c'est pas trop étonnant. Ces batchs de Y Combinator, c'est des batchs de 3 mois, 6 mois, donc ça change relativement rapidement. Et comme je vous dis, dans la vallée, ça change. Mais c'est vrai que depuis 2 ans et demi maintenant, dans la Silicon Valley, on ne parle plus que d'IA. Hein. Le métaverse a disparu, les bitcoins, machin, les cryptos, on s'en fout un peu. Bon, c'est rentré dans la vie de tous les jours. Donc en fait, les cryptos, c'est plus tellement intéressant. Le métaverse, il est mort de sa belle mort. Enfin, il est resté bloqué quelque part sur les innovations et on ne sait pas quoi en faire. Mais l'IA, oui, on a trouvé quand même des cas d'usage, des cas d'application, et ça a rebondi. Vous savez, encore une fois, je vais citer la courbe de Gartner. Là, vous connaissez la courbe de Gartner, donc c'est le hype. Donc on s'excite. Après ça, on se rend compte que c'est pas terrible. Donc ça descend. Et puis après ça, des fois, hein, pas tout le temps, mais ça rebondit et on se met à l'utiliser. Alors pas au niveau du hype, mais on se met à l'utiliser dans l'industrie ou dans la vie de tous les jours sur des cas d'usage particuliers. Ben là, on a déjà parcouru toute la courbe de Gartner avec les IA. Et effectivement, même si c'est que 2 ans et demi où ces IA sont apparus, enfin, ça fait 3 ans en fait, en juillet, donc maintenant, là, parce que les premières, c'était Midjourney, on a découvert ça avec Midjourney en juillet 2022, puis, mais vraiment après en novembre 2022 avec ChatGPT. Mais bon, bref, donc en 3 ans, cette courbe a été complètement parcourue, ce qui est absolument incroyable. Parce que d'habitude, une innovation pour parcourir cette courbe, ça met 5-10 ans. Donc là, ces IA sont effectivement très intéressantes. Et donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, parce que, comme je viens de dire, il y a des petites boîtes qui font des trucs maintenant de plus en plus intéressants. Et je pense que ça va être pas mal. Les gros, ils sont malheureusement dans une course qui, pour moi, est pas viable. Alors, ce qu'on appelle l'IA est largement surestimé d'après vous, on comprend bien, aussi bien pour ce qu'elle peut apporter de positif que de négatif. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le plus grand risque, d'une part, et le plus grand apport, d'autre part, de l'IA, selon vous? Ouais, alors, les risques, il y en a de multiples et variés, hein. Donc, il y a les risques déjà de l'utiliser à mauvais escient. Alors, c'est quoi utiliser une IA à mauvais escient? Ces IA génératives en particulier, on va faire des deepfakes, on va faire des fake news, on va déshabiller des gens. Enfin, on peut imaginer plein de trucs qui sont socialement un problème. Et donc, il va falloir réguler, il va falloir qu'on prenne conscience que c'est pas bien. C'est comme taper sur la tête de quelqu'un avec un marteau, d'accord? Donc, il va falloir qu'à un moment collectivement, on comprenne ce que ça veut dire et que ces problèmes-là, bah, qu'on essaye de les bannir. On les bannira jamais. Il y a toujours un gars qui va me taper sur la tête avec un marteau. D'accord? Il y a toujours la possibilité de le faire. Mais qu'on comprenne que c'est pas bien. D'accord? Donc, alors c'est joli hein, de dire que c'est pas bien, mais bon, c'est la vérité. C'est comme ça que la société marche. Hein. Des fois, on dit ça, c'est pas bien. Bon, donc ça, c'est un des dangers, hein, parce que ces IA étant accessibles à tout le monde peut faire n'importe quoi avec. D'accord? Et ça, c'est embêtant. Ces IA étant accessibles aussi, le problème qu'elles ont, elles en particulier, les IA génératives, c'est qu'elles sont excessivement consommatrices en énergie
et en ressources en général. D'accord? Donc, bon, on connaît tous les data centers, on sait que ça bouffe énormément d'énergie, d'électricité, que potentiellement ça émet du CO2 si on fait des data centers qui sont alimentés par des centrales à charbon, par exemple, comme veut faire Trump en ce moment. Donc c'est un autre danger, les ressources. Il y a une autre ressource qui est embêtante aussi, c'est qu'on refroidit avec de la flotte, avec de l'eau, et l'eau, bah, c'est une ressource qui est quand même assez chère, on va dire, pour cette planète, et on gâche un peu d'eau aussi avec ces IA. Donc ça, c'est un autre danger qu'on qu'on comprend pas parce que vous savez, ces data centers, ils sont loin des yeux, loin du cœur, hein, donc on comprend pas trop. Et donc on fait des petites bêtises avec, on fait des starter packs, on fait des machins qui servent strictement à rien avec ces IA. Je vais regarder la météo, je vais demander à ChatGPT la météo. Je vais regarder par la fenêtre, quoi. Je veux dire, ça va aller. Donc, ou alors demander à Google, hein, c'est des dizaines de fois moins consommateur d'énergie qu'une requête ChatGPT. Donc, il va falloir apprendre que c'est pas gratuit. Malheureusement, les gros, là, et OpenAI en particulier, c'est que je vais mettre dans mon viseur pendant cet entretien, mais OpenAI en particulier ne nous fait pas payer ces requêtes à leur juste valeur. Et bon, c'est du dumping, hein. Ils font du dumping pour nous attirer et pour faire en sorte qu'on soit drogué à ces IA. Et ça, c'est aussi un problème parce que ces IA coûtent beaucoup plus cher que ça. Vous savez, OpenAI va perdre 7 milliards de dollars cette année. D'accord? Ils vont perdre 14 milliards de dollars l'année prochaine. Je veux dire, c'est débile pour un business de perdre autant. C'est pour ça qu'il faut qu'ils lèvent de l'argent tout le temps et qu'ils aient beaucoup d'argent. Donc ça, c'est ça. Tous les dangers, ils sont là. C'est trop facile à utiliser. Mais ce qui est bien quand même aussi, parce que le prompt, c'est quand même une révolution, c'est quand même quelque chose de fantastique, parce que tout le monde peut utiliser, donc ça c'est bien. Mais en même temps, tout le monde peut utiliser aussi à mauvais escient. Donc, utilisation pas bien, et puis l'énergie, et puis le fait que les gens qui font ces grosses IA nous entraînent dans une spirale dans laquelle on ne devrait pas être entraîné. Donc, il va falloir qu'on s'éduque. Les bonnes choses, c'est ce prompt, justement. D'accord? Le fait que je puisse, sans avoir de culture informatique, sans connaître les API, sans être un data scientist, un informaticien, je ne sais quoi, je peux utiliser, avoir un dialogue avec ces IA. D'accord? Et ça me permet effectivement d'accéder à certaines informations. Alors, le problème, c'est qu'il y a des IA qui sont plus ou moins bonnes, hein, comme on a dit, il y en a qui sont plus ou moins pertinentes. Mais quand elles sont pertinentes, quand elles sont soit dans mon métier, soit dans la vie de tous les jours, je peux avoir des choses très intéressantes et un accès facile à l'information, un accès facile à des solutions à travers ces IA. Et donc ça, c'est bien. Mais il faut comprendre aussi que, comme j'ai dit, la pertinence n'est pas toujours au rendez-vous. Donc ça va dépendre des IA, donc il faut aussi s'éduquer sur ces diverses IA. Donc les bénéfices sont importants parce que ça permet l'accès à ce savoir quelque part, mais ça, comme j'ai dit, ça apporte aussi potentiellement l'accès au non-savoir. D'accord? Il y a des grosses bêtises, à des choses comme ce que fait Grok, par exemple, de Elon Musk, qui sont purement dans le gros, le complotisme, enfin tout ce qui peut aussi arriver à travers ces IA. Oui, et pour vous relancer là-dessus, moi, en tant que journaliste, je vois à quel point c'est difficile déjà de vérifier les informations, les croiser, les sourcer. Or là, ce sont les gens du quotidien, dont ce n'est pas le métier, qui vont devoir faire ça. Sinon, l'IA affirme des choses comme si c'était évident, alors que c'est souvent faux. Ouais. Ouais, vous savez, le truc qui est rigolo, entre guillemets, de ces IA, c'est qu'effectivement, elles affirment. D'accord? Et elles affirment, mais bon, d'abord, elles sont gentilles avec vous. C'est-à-dire qu'elles vont toujours vous répondre de la façon dont elles pensent qu'il va être la bonne réponse pour vous. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais c'est ce que vous avez demandé. Donc, la façon dont vous demandez les choses, déjà, les IA vont répondre pour vous faire plaisir. Elles sont là pour ça, hein. Et donc, du coup, effectivement, la vérité n'est pas quelque chose qui est la première inspiration de ces IA. Donc, ça, c'est embêtant. Bon, pour les vrais gens, donc effectivement, vous avez dit, les vrais gens, c'est nous, c'est moi, hein, c'est les gens de la vie de tous les jours. Réapprendre à douter de ce qui arrive d'Internet. Alors, on savait qu'Internet, quand même, il y a des trucs qui ne sont pas vrais, machin et tout ça. Mais là, il y a une affirmation qui arrive. C'est pas comme Google, par exemple, qui vous présente 10, 20, 1000, 100 000 liens, et puis vous pouvez tous les voir, et puis vous faites votre opinion en fonction des différents liens. Vous dites, ah bah tiens, c'est bizarre, il y a quand même des trucs un peu différents. Là, non. Là, le truc, il vous dit, c'est ça.
Voilà. Et donc vous dites, bah c'est ça, c'est super. Donc ça, c'est un peu embêtant, parce qu'effectivement, c'est pas terrible. Pour les journalistes que vous êtes, en fait, il faudrait qu'on soit tous un peu journalistes, mais vous, en l'occurrence, vous les journalistes, vous avez l'opportunité là de faire encore plus votre métier. Dans le sens où votre métier, c'est de l'investigation, effectivement, c'est de croiser les sources, machin, et aller trouver, aller débunker les fake news, parce que bon, il y en a quand même plein. Et ça, bon, moi, je trouve ça excitant pour vous, en fait, hein, parce qu'il y a une opportunité pour les journalistes de remonter sur un piédestal, en quelque sorte, parce que vous allez être ceux qui vont aller chercher la vérité. Vous allez avoir des opinions toujours et tout ça, il n'y a pas de problème, mais vous allez aller chercher quand même ce qui est plus vrai. Et contrairement à ce que j'entends souvent avec les gros capitaines d'industrie dans les différents journaux, il ne faut pas moins de journalistes aujourd'hui. Il en faut plus. Il en faut plus parce que, bon, on peut effectivement avoir des robots qui vont vous donner les résultats de foot, les résultats des courses, machin, tout ça, on s'en fout, en fait. Ça peut être délégué à des IA pour certaines rédactions, machin, on peut imaginer ça. Mais par contre, pour aller chercher la vérité, ce qui est votre métier premier, hein, d'après moi, ce qui est vraiment cette recherche de cette investigation. Pour moi, le métier de journaliste, c'est un métier d'investigation. Et donc, c'est une opportunité de revenir à la source de votre ADN, en quelque sorte. Ah oui, moi je suis convaincu, d'ailleurs dans le projet Questionnaire, c'est ça, que ça va multiplier, démultiplier le nombre de journalistes et de métiers aussi, parce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Il y a des nouveaux qui vont apparaître. Et donc, pour les gens de tous les jours, enfin pour les vrais gens, que j'appelle toujours les vrais gens, effectivement, il va falloir réapprendre à douter, réapprendre à aller chercher des sources ailleurs, aller voir dans les journalistes dans lesquels on a confiance, les médias dans lesquels on a confiance, pour voir qu'est-ce qu'eux ils pensent de ce que je suis en train de demander. Et puis encore une fois, pas demander tout et n'importe quoi à ces IA parce qu'elles sont définitivement pas omnipotentes. Par contre, quand elles sont spécialisées, elles sont très très bonnes. Alors, autre question, vous avez souvent déclaré que la voiture totalement autonome n'est pas pour demain, ni d'ailleurs pour après-demain. Alors pourquoi est-ce qu'Elon Musk vient malgré tout de lancer ces robotaxis, qui rencontrent déjà d'ailleurs de nombreux problèmes? Alors, les robotaxis, c'est pas nouveau, hein. Les robotaxis, alors il faut comprendre déjà, quand on parle de voiture autonome, il y a 5 niveaux, d'accord, de 1 à 5. Et donc, quand on parle de voiture autonome en général, et quand Musk parle de voiture autonome, il parle du niveau 5. C'est-à-dire des voitures complètement autonomes qui vont de A à B sans écraser mémé et qui sont complètement fiables. D'accord. C'est ça qui n'est pas possible, en fait. Ça, c'est le complètement fiable. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vais vous le prouver. Mais donc, il faut comprendre aussi que depuis quelques années, depuis 2-3 ans maintenant, il y a des taxis autonomes qui circulent. Alors, dans San Francisco, où j'habite, il y en a depuis longtemps avec Waymo, hein, et c'est une attraction touristique. Il y a des gens qui prennent en photo les Waymo tout le temps parce que c'est des voitures sans chauffeur qui vous trimballent d'un point A à un point B. Mais c'est dans des quartiers particuliers. C'est seulement à San Francisco, c'est seulement à Phoenix, c'est seulement à Los Angeles, donc c'est des quartiers particuliers. La voiture, elle va pas aller de San Francisco à Phoenix, d'accord. Elle sortira pas de la ville. Donc ces taxis niveau 4, ils sont niveau 4, hein, donc comme j'ai dit, c'est des taxis autonomes ou ces robots taxis, comme on les appelle. En fait, ils sont pas du tout complètement autonomes. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des problèmes, ça arrive, hein. Et il faut comprendre qu'il y a que 300 taxis dans San Francisco aussi. Il y en a que 300, pourquoi? Parce que quand ils ont un problème, justement, il y a quelqu'un qui les sort de ce problème, d'accord? Alors ce quelqu'un, il n'est pas forcément dans la voiture, évidemment, parce qu'il n'y a pas de conducteur, mais il est en remote. Donc, il y a des caméras, il y a des machins, il y a des joysticks en remote. Et les gars, il est en train de bugger sur un panneau ou un truc qu'il ne comprend pas, il y a quelqu'un qui le sort de sa panade. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais il n'y a que 300 véhicules parce que dans ce centre de contrôle, on ne peut pas en contrôler des millions. Et c'est là où la voiture autonome niveau 5 n'est pas viable, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, un humain quelque part, qui va aller contrôler, qui va aller vérifier qu'il se passe quelque chose, quand il se passe quelque chose de mauvais. Et donc, on ne peut pas imaginer des flottes de millions de voitures qui vont être contrôlées comme ça par des gens. Donc ça serait le niveau 4. Niveau 5 n'existera jamais parce que c'est trop compliqué. Alors, c'est trop compliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va toujours y avoir un cas, quelque part, il y aura un cas, qui est un cas qui n'est pas dans le modèle, ce fameux modèle qui sont ces IA statistiques d'aujourd'hui. Et quand le cas n'est pas dans le modèle, nous, humains, on va pouvoir inventer quelque chose. Alors, ce n'est pas toujours la bonne invention, hein. On va pouvoir s'adapter à la situation et puis faire quelque chose qui va nous permettre de se sortir de ce problème. Nous, on va pouvoir le faire. Les IA, elles vont être dans ce modèle qui est un modèle figé, en quelque sorte, et quand elles vont rencontrer quelque chose qu'elles n'ont jamais vu, qui n'existe pas, qui n'est pas possible,
et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui n'est pas possible, eh ben, elles sont coincées. Elles ne savent pas quoi faire, parce qu'elles ne peuvent pas inventer. Et c'est là que je reviens sur le titre de mon bouquin, IA générative, pas créative. Elle génère à partir de ces modèles, elle ne crée strictement rien, elle n'invente strictement rien, elle n'innove absolument pas. Nous, on n'est pas innovateur tous les jours, on n'innove pas tous les jours, on ne crée pas tous les jours. Mais quand on a besoin, eh ben on se sort d'une panade, pas toujours correctement, mais on se sort d'une panade en créant quelque chose de nouveau, en inventant une nouvelle façon de le faire. Un exemple que je donne tout le temps, donc qui est assez rigolo, mais et Musk, depuis 2014, il nous saoule avec la voiture autonome. Il nous dit la voiture autonome niveau 5 est pour demain. Depuis 2014, ça fait plus de 10 ans. Et évidemment, elle n'est pas là. D'accord. Et comme vous l'avez dit, il est en train de faire les robotaxis aujourd'hui au Texas. Il y a plein de problèmes, parce que lui, il est très en retard par rapport à des Waymo, par rapport à des Chinois qui font ça depuis des années et des années. Donc, évidemment, il va y avoir plein de problèmes. À San Francisco, Cruise est sorti de ce business parce qu'ils avaient plein de problèmes. Donc c'est pas facile. Hein. Même le niveau 4, c'est pas facile. Mais donc, pourquoi le niveau 5, il ne sera jamais? L'exemple que je donne tout le temps, donc, qui date de 2018, hein, donc ça fait longtemps que je contre ça. Et puis, c'était avec le patron de Waymo de l'époque, d'ailleurs. Hein, c'est lui qui avait donné quelques exemples. Et l'exemple que j'aime bien, c'est on voit une voiture, c'est un vrai exemple, hein, dans une vidéo. Il y a une voiture qui est en train de rouler dans les rues de Mountain View, là où il y a le headquarter de Google. Et puis, bon, il ne se passe rien à Mountain View, il n'y a pas de trafic, machin, tout ça. Et puis, la voiture, tout d'un coup, s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle fait 2-3 mètres, elle s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle fait 2-3 mètres, elle s'arrête. Et elle fait ça 5-6 fois, et on voit sur la caméra qui est dans le pare-brise, on voit le volant et on voit les mains d'un safety driver. Il y a toujours un gars dedans qui ont fait ses essais, qui est dedans, qui reprend le volant et qui s'en va, parce que les mecs derrière commencent à être énervés. Pourquoi le mec devant, il s'arrête tous les 4 mètres? Ça n'a aucun sens. D'accord? Ça n'a aucun sens jusqu'à ce qu'on regarde un peu mieux la vidéo. Et vous regardez bien la vidéo, donc vous voyez la route qui est devant vous et vous voyez le trottoir. Et vous voyez que sur le trottoir, il y a 2 gars qui marchent dans la même direction de la voiture. Bon, jusque-là, ça va, il n'y a pas de bordel. Mais vous voyez que le gars qui est le plus proche de la chaussée, donc qui est à gauche du trottoir, il marche effectivement dans la même direction de la bagnole, et sur son épaule, il a un panneau stop. Alors vous humains, vous voyez un bouffon sur le bord de la route qui a un panneau stop. Vous, humains, vous arrêtez pas. C'est un bouffon qui a un panneau stop. Ça n'a aucun sens. J'ai jamais vu ça. C'est un truc incroyable. Bon, ça n'a aucun sens. D'accord? Mais je continue. Évidemment, je continue. Je ne vais pas m'arrêter. La voiture super intelligente qui a le modèle du panneau stop qui dit qu'il faut s'arrêter au panneau stop, elle s'arrête au panneau stop. Et elle s'arrête au panneau stop. Et elle s'arrête au panneau stop. D'accord? Et donc, ce genre d'exemple-là qui n'existe pas, qui n'est pas possible. D'accord? Le problème, c'est que quand il y en a un, il y en a une infinité. Et l'infini, c'est beaucoup. Et donc, il est impossible qu'une voiture s'adapte à tous les cas possibles et inimaginables, parce qu'ils sont inimaginables. Hum. Oui, c'est un bon exemple, en effet. Et en parlant des mensonges d'Elon Musk, il en a dit énormément depuis une dizaine d'années et même plus, sur la voiture autonome comme sur le reste. Et alors, pourquoi est-ce que ces mensonges ne sont pas sanctionnés par le marché, et notamment le cours en bourse de Tesla, qui se maintient à un niveau quand même très élevé, me semble-t-il? Ouais, enfin bon, ça a pris quand même, ça a charclé un peu là, surtout depuis qu'il est rentré en politique, on va dire. Donc avec la campagne de Trump, enfin on a vu qu'il était le gars qui n'était pas bien quand même, hein. Il a des problèmes mentaux, je veux dire, c'est clair. Et il prend des trucs aussi, hein, c'est clair aussi. Donc il y a quand même, ça a été sanctionné un peu point de vue business. Alors pas tellement au début peut-être, et quand il était à Doge, là, le truc de Trump pour faire des économies, où il a fait surtout des contrats pour lui d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Et depuis qu'il essaye de créer son parti maintenant, bon, on voit qu'effectivement, il cherche des trucs, mais bon, Tesla a quand même souffert. C'est pour ça qu'il a dit qu'il était parti de Doge, d'ailleurs, pour revenir à Tesla, pour rebooster un peu le truc. Donc, je pense que les gens s'aperçoivent petit à petit que il a un problème. Et je pense que le board de Tesla va aussi bientôt agir parce que ça ne va pas dans le bon sens quand même. Hein. Euh, il s'est fait de la contre-publicité. Hein. Il y a plein de gens, dont moi d'ailleurs, qui n'utilisent plus leur Tesla. Qui utilisent d'autres voitures électriques parce que c'est une mauvaise image
de Trump. Vous savez, il était jusqu'en 2015, moi je situe en 2015 à peu près son pétage de durite, hein, ce que j'appelle son pétage de durite. Jusqu'en 2015, il était considéré dans la Silicon Valley comme un visionnaire un peu comme Steve Jobs. Alors pas complètement au niveau de Steve Jobs, mais un visionnaire du produit, quelqu'un qui peut embaucher les bonnes personnes pour faire des trucs. Pas un technologiste lui-même comme Steve Jobs, hein, mais quelqu'un qui a une vision et qui peut pousser des trucs et qui a la volonté de pousser des trucs incroyables. D'accord, les voitures électriques de scratch, SpaceX, machin, tout ça. Donc intéressant. Mais après, il a pété une durite. Il est devenu. Bon, il y a des raisons, mais je ne vais pas rentrer dedans. Euh, mais, euh, mais et là, c'est là où ça a commencé. Ça a dérivé complètement. Alors, il y a eu Twitter d'abord. Hein, il a fait n'importe quoi avec Twitter. Euh, il a commencé à être complotiste, à être vraiment poussé les machins à la Thiel, son pote là, qui pousse à dire n'importe quoi, dérive hyper droitière. Et puis bon, ça a amené après à Musk à faire tout ce qu'il a fait. Donc, c'est cette dernière dizaine d'années, effectivement, où il a changé. Et du coup, je pense que ça va impliquer beaucoup de mauvaises choses pour ses business. Oui, on pourrait citer aussi ses nombreux liens avec la Russie et avec la Chine, Ouais. euh, qui n'ont rien Mais à il est redire. obligé, hein, parce qu'il fait du business. Et donc c'est pour ça aussi, si vous voulez, le problème, là, quand je parle des conflits d'intérêts qu'il avait quand il était à Doge, c'était extraordinaire. Je veux dire, déjà, il faut comprendre que SpaceX n'existe que grâce à la NASA. Et donc, quand il était dans l'état où il était censé slasher euh, les coûts, ben, il en a profité pour pas trop slasher les coûts de la NASA qui vont en payer SpaceX. Donc, les conflits d'intérêts sont terribles, mais bon, dans toute la galaxie Trump, c'est un peu comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il travaille. Mais c'est vrai que bon, c'est grave. C'est assez grave pour ses business. Et d'ailleurs, vous voyez, la nana de X vient de se casser, là, la CEO. D'accord? Elle a décidé de démissionner. Ça va pas. Je veux dire, ça va pas. Au bout d'un moment, les gens se rendent compte quand même que ça va pas. Donc, bon, on verra. On verra. Alors, revenons en France. Sous l'impulsion du président Macron, la France essaie péniblement de rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine dans l'IA, ce qu'on appelle l'IA. Est-ce la meilleure stratégie selon vous? Alors déjà, moi, je suis pas d'accord quand on dit qu'on est en retard, que vous êtes en retard, parce qu'on se situe entre la Silicon Valley et la France. Euh, je le dis tout le temps aussi, les Français, on est les meilleurs en IA. Point. On est les meilleurs en IA du monde. Et pour des raisons simples, c'est que comme j'ai dit aussi tout à l'heure, l'IA, c'est que des maths, c'est que des statistiques hein, aujourd'hui. C'était de la logique jusqu'à pas longtemps, mais c'est des stats, c'est des maths. Et on est les meilleurs en maths. Ça, c'est pas moi qui le dis. Alors, bon, oui, on a un système éducatif qui, des fois, laisse des gens sur le côté de la route, etc. Donc, on a certainement des problèmes là, et puis il faut fixer ça. Mais la formation de nos élites est incroyable. D'accord? On crée des génies en mathématiques. Et c'est pour ça qu'en nombre de médailles Fields, qui est l'équivalent du Nobel de mathématiques, bah, c'est les Français qui en ont le plus. Alors, vous allez me dire, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des Américains qui en ont un ou deux de plus que nous. Ça dépend des années. Mais c'est parce que eux, c'est pas des vrais Américains. C'est des Américains comme moi. C'est-à-dire que c'est des naturalisés chinois, indiens, etc. Bon, bref, on va pas rentrer dans cette polémique-là. C'est vrai. En tout cas, on a beaucoup pour un petit pays comme le nôtre, hein, 5 fois moins grand que les États-Unis en nombre de personnes, on a le plus grand nombre de médailles Fields. Et donc, on a les meilleurs mathématiciens, et ça, comme l'IA, c'est que des mathématiques, on a les meilleurs informaticiens, les meilleures personnes qui font de l'IA. Ça se voit dans la Silicon Valley, d'ailleurs. Hein. Dans la Silicon Valley, on est 50 000 Français à peu près, 55 000 Français. Les boîtes s'arrachent les Français pour faire de l'IA parce qu'ils savent qu'ils vont être performants. Ces ingénieurs qui ont fait des études de mathématiques et qui ont fait maths sup, maths spé, machin, enfin tout ça, voilà, on est bon. Voilà, c'est comme ça. Et ça se voit donc dans la vallée. Tous les chefs d'IA des grosses boîtes que vous pouvez imaginer, Meta, Google, Netflix, sont français. D'accord? Donc, bon, c'est comme ça. Alors, ça ne se voit pas en France. Alors, ça, c'est un problème. Ça se voit un tout petit peu maintenant, depuis une dizaine d'années, maintenant, depuis 2013. Fleur Pellerin a créé la French Tech. Il y a eu la BPI. Donc, on a recommencé à entreprendre, ce qui était quand même une bonne chose, qui est une bonne chose d'après moi. On vanne Macron souvent avec la Startup Nation. Mais en fait, bon, je pense que c'est quand même, cet entrepreneuriat est quand même une bonne idée.
Et donc, on voit aujourd'hui, par exemple, il y a 1000 startups d'IA en France. C'est intéressant. Alors, elles vont pas toutes survivre, elles n'ont pas toutes des idées incroyables, mais il y en a qui ont des super bonnes idées. D'accord? Donc, le problème qu'on a, c'est que bah, souvent, elles restent au niveau des startups. C'est-à-dire que c'est super difficile de passer à ce que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle en général les scale-up. Donc, c'est passer au niveau supérieur, ce qu'a fait Mistral, par exemple, hein, parce qu'ils ont réussi à trouver des financements pour passer d'un truc où ils avaient 100 millions d'investissement pour passer au milliard. Ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en Europe, on n'ose pas. On n'ose pas entreprendre et surtout pousser ces scale-up, ce qu'on fait très très bien par contre dans la Silicon Valley. C'est aussi une question de fonds. Les fonds d'investissement sont des fonds d'investissement qui sont petits. Je ne critique pas les fonds d'investissement en France. Ils font ce qu'ils peuvent et ils font des trucs. Mais c'est vrai que la BPI a fait son job pour l'amorçage. Et c'est certainement pas son rôle de donner 100 millions, hein, mais donner 1 million, 2 millions, bon, peut-être, 100 000 euros. Mais après, c'est pas possible. Et donc, les fonds en France, c'est des fonds qui font 200, 300 millions. D'accord? Donc, vous n'avez pas parié, évidemment, 100 millions sur une boîte quand vous avez 300 millions. Vous n'avez pas parié un tiers de votre fonds là-dessus. Les fonds aux États-Unis, sur Sandy Road, la fameuse route où il y a tous les fonds d'investissement, on parle en milliards. Et donc, c'est 5 milliards. Bon, alors, 100 millions, ouais, c'est beaucoup. Mais sur 5 milliards, proportionnellement, en pourcentage, vous allez pouvoir parier 100 millions sur une boîte. Voilà. Donc, il y a la taille, et puis il y a l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est la volonté de faire des trucs risqués. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle souvent le capital risque aux États-Unis. Ici, en France, ça va être plutôt le capital banque. D'accord? Donc, c'est plus un esprit de banque où on est super prudent. Et justement, la peur de l'échec, c'est un des problèmes de notre société. D'accord? C'est-à-dire que, bon, on voit ça, je vais pas faire de politique là, mais on voit ça avec tous toute l'assistanat qu'il y a dans nos sociétés, et en France en particulier, où on ne supporte pas l'échec. L'échec va être remédié d'une manière ou d'une autre. D'accord? Alors qu'aux États-Unis, l'échec fait partie de l'innovation. C'est parce qu'on pousse, on risque beaucoup que ben, on sait qu'on va échouer. Hein. Si on fait un truc incroyable, il y a peu de chances que ça marche. 90%, 95% des fois, ça dépend des années, des boîtes qui sont créées dans la Silicon Valley échouent. C'est pas du tout le chiffre qu'on a en France. Okay. Et c'est intéressant que vous le disiez, parce que vous avez travaillé avec Steve Jobs, et lui-même le disait déjà il y a 40 ans, donc ça veut dire que les mentalités n'ont pas changé vraiment. Non, ça va pas changer, et c'est encore pire en fait. En Europe, on s'encroute. Alors, je ne critique pas, encore une fois, moi j'adore l'Europe, j'adore la France, j'y suis souvent, et je trouve qu'on est extraordinaire, et on a un potentiel extraordinaire. Mais je trouve que malheureusement, on s'encroute un peu, et on n'ose pas. Alors, je vais maintenant répondre à la question sur les 109 milliards de Macron de février. Bah oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose si on les met correctement au bon endroit, ces 109 milliards. Aujourd'hui, je ne sais pas trop, je n'ai pas trouvé le guichet. Je ne sais pas où je peux aller taper à la porte et puis demander un morceau des 109 milliards. Bon, ça va venir, hein, on va trouver ça certainement à la rentrée. Mais ce que j'aimerais, et bon, je n'ai pas eu l'occasion de le dire directement à M. Macron, mais ce que j'ai entendu juste après, c'était 109 milliards pour les data centers. Ça serait une grosse bêtise de faire que des data centers avec ces 109 milliards. Oui, il nous faut des data centers souverains, il nous faut des clouds souverains, ça va être important pour se démarquer un peu de ces Américains, de la côte ouest et de tous ces outils qui sont aujourd'hui, qui viennent essentiellement de la côte ouest. Donc oui, il nous faut des data centers, mais il ne faudrait pas que des data centers. Et j'espère que dans ces 109 milliards, donc on a promis, plus les 200 milliards de l'Europe, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de milliards là, qui ont été annoncés, qui sont en gros, qui essayent de faire la nique aux 500 milliards de Stargate de Trump, hein, qui eux n'existent pas du tout. Donc il n'y a pas de problème, hein, parce que Trump, c'est un menteur invétéré, donc évidemment, ces 500 milliards n'existent pas. Mais bon, ces milliards qu'on a annoncés, nous, j'aimerais bien qu'ils servent un peu aux data centers, mais beaucoup à faire des scale-up. Donc à aider ces boîtes, à aider les VC, à aider je ne sais pas à qui va permettre d'avoir plus de scale-up, de prendre des risques. Parce que quand on prend des risques, on va vraiment innover et on va pouvoir être sur la carte à nouveau.
Je suis content, j'ai trouvé un point commun entre vous et Elon Musk, puisqu'il a dit la même chose, les milliards de Stargate n'existent pas. Ouais. Et lui, c'est parce que c'était son ennemi intime qui allait les recevoir. Donc, il s'est mis un peu pas dans les petits papiers de Trump, mais il était content de vanner Sam Altman. Tout à fait. Alors, avant-dernière question, que pensez-vous des pistes lancées par Jaron Lanier, fameux inventeur et entrepreneur de la Silicon Valley, j'imagine que vous le connaissez, à propos de la dignité des données, donc data dignity, et du micro-paiement, qu'il aimerait voir se généraliser sur l'Internet de demain, à la place notamment des réseaux sociaux qu'il exècre? Ouais, bah moi, j'exècre les réseaux sociaux aussi, hein, donc pour ça, je suis d'accord avec lui. C'est une aberration totale. J'appelle ça les réseaux asociaux, d'ailleurs, depuis qu'ils existent. Je trouve ça lamentable. Je vais avoir 10 000, 100 000, 1 million d'amis sur Facebook. Ça veut dire quoi? Je veux dire, moi, j'en ai 3, c'est déjà assez compliqué comme ça. Hein. Donc, 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 les réseaux sociaux, c'est une aberration. Maintenant, la dignité des données, les données en général, alors, il y a quand même un problème. Hein. Le problème, c'est que ces données sont biaisées, de toute façon. D'accord. Donc les gens qui font des modèles et qui essayent d'être des data scientists, qui essayent d'être parfaits et de faire des beaux modèles et tout ça, on dit toujours on va aller chercher les bonnes données, on va prendre seulement des trucs bien et tout ça. C'est pas possible. D'accord. Et plus on va en mettre des données, plus ça va être compliqué que ce soit des données non biaisées. Les données sont biaisées, elles seront toujours biaisées, et plus on en met, plus elles seront biaisées. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il faut assumer le biais. Contrairement à plein de gens qui disent bah, il faut débiaiser. Mais quand vous débiaisez, en fait, le problème, c'est que vous rentrez votre propre biais, en général. D'accord. C'est que, vous dites, par exemple, vous savez, il y avait ces IA qui ont donné plus de crédit aux hommes qu'aux femmes, en fonction, alors qu'ils étaient au même niveau, tout pareil, sauf que c'était le sexe qui était différent, et les hommes avaient le double du crédit des femmes dans la carte de crédit, parce que l'IA avait décidé ça, parce que historiquement, les femmes avaient moins d'argent, blablabla. D'accord. Donc l'IA avait raison, mais l'IA avait tort pour la société. Donc les IA sont biaisées de toute façon, et donc là, les gens ils ont dit bah, on va débiaiser le truc, on va mettre plus de poids sur les femmes. Donc, on va, comme ça va équilibrer. Bah ouais, bah au moment où vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez votre propre biais. D'accord. Donc, de toute façon, il faut assumer le biais, finalement, c'est ce que je dis. Et il faut se dire que, de toute façon, les datas sont biaisées. Donc, quand on va créer ces IA, créons des IA biaisées, mais expliquons-les. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je veux une IA française qui va répondre comme un petit écolier français. D'accord. Je veux une IA africaine. Il n'y a pas d'IA, l'Afrique a disparu d'Internet, l'Afrique n'existe pas dans les IA. D'accord. Je veux des IA africaines. Je veux des IA qui représentent ces cultures. Je veux que culturellement, on biaise ces IA. Parce qu'aujourd'hui, quand je demande à une IA quelque chose un peu particulier, elle va me répondre comme un petit écolier américain. Parce qu'elles sont faites sur la côte ouest, le web est à 70% américain, etc., etc. Donc évidemment, c'est biaisé américain. Donc je veux biaiser français, je veux biaiser européen, je veux biaiser africain, je veux biaiser singapourien. D'accord. Donc ça, il faut l'assumer, et je pense qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Alors ce que dit Lanier, c'est lui, il voudrait que les données soient soient vendues, en fait, quelque sorte, par les vrais gens, et qu'ils aient confiance dans les données qu'ils peuvent fournir. Bon, c'est une bonne idée, mais ça sera de façon biaisé aussi, d'accord. Mais par contre, faire participer les vrais gens à la pour payer leurs efforts de la contribution de leurs données, comme je disais tout à l'heure que Altman est en procès avec le New York Times, mais par contre, il a acheté les données du Washington Post, parce qu'il a compris qu'il fallait aller acheter les données, elles ont de la valeur, et donc il faut les acheter. Donc il achète les données Washington Post, il achète les données du Monde, il achète des données. Donc pourquoi pas acheter des données aux vrais gens, parce qu'ils ont aussi des choses à dire. Et de toute façon, comme c'est biaisé, ben, autant avoir des opinions qui soient aussi diverses et variées, et puis après laisser les gens, encore une fois, leur apprendre à faire le tri et à faire à avoir du, comment on appelle, de l'esprit critique, et aller chercher des sources et aller comparer, enfin bon, faire douter, quoi. Et en fait, bon, j'ai ça de plus en plus maintenant, parce que c'est une image que j'aime bien, et je pense vraiment que grâce à ça, ou à cause des IA,
on est en fait à la veille d'un nouveau siècle des Lumières. Alors ça paraît bizarre de dire ça, mais le siècle des Lumières, c'était quoi? Il y avait deux entités qui avaient raison, d'accord? C'était le roi et Dieu. Et au bout d'un moment, des fois, au bout d'un moment, les gens, bon, ils étaient quand même oppressés, c'était bizarre, il y avait des trucs. Et des gens ont dit non, on va douter. Et c'est les philosophes, les mathématiciens de l'époque et tout ça, donc qui ont fait l'encyclopédie, qui ont essayé de mettre dans cette encyclopédie le vrai. Et donc ils se sont mis à douter du roi et de Dieu. Et, euh, et je pense que nous, on va rentrer dans une époque où il faut qu'on doute de ce nouveau Dieu surpuissant qui est l'IA. D'accord. Et on a une possibilité, en fait, de se rendre compte que on est des êtres intelligents, nous. On peut douter, on peut faire le tri, on peut avoir un esprit critique. L'esprit critique, c'était le moteur du siècle des Lumières. Eh ben, je pense qu'il faut qu'on retrouve ce moteur. Une sorte de lumière 2.0, quoi. Ouais, exactement. 4.0, 2.0, on va parler comme on veut, mais 2.0, c'est pas mal déjà. Alors, dernière question. Quand je vous ai présenté mon nouveau média questionnaire, vous m'avez dit l'idée est séduisante. Je dis toujours que deux corporations effrayées par l'IA ont en fait devant elles des opportunités extraordinaires. Ce sont les enseignants et les journalistes. Je Ouais. suis content de voir que vous approchez les défis auxquels vous faites face avec un angle original. Alors, pourquoi ces deux corporations en particulier? Je vous ai déjà un peu parlé des journalistes tout à l'heure, hein, donc les journalistes ont peur parce qu'ils se sont dit, c'est des créatifs aussi quelque part, et donc ils ont peur parce qu'ils se sont dit, ça y est, les IA créatives, parce qu'on fait ce raccourci souvent, les IA créatives vont vous remplacer. Donc ils ont commencé à faire ça parce que ça a écrit des dépêches tout seul, ça a écrit des trucs. Alors en fait, bon, on se rend bien compte que ça fait aussi beaucoup de bêtises, et donc on est obligé de relire et de repasser dessus. S'inspirer, avoir des morceaux d'articles qui soient inspirés par les IA, pourquoi pas? Ça me dérange pas. Par contre, la viande, le truc qui est vraiment dans l'article, la vérité, hein, ce dont je parlais tout à l'heure, le truc vérifié, le truc qui va être où je vais avoir des sources, où je vais avoir fait mon investigation, cette partie-là, l'IA sait pas faire. D'accord? Donc c'est pour ça que je pense que ce métier qui a eu peur et qui l'a dit, et c'est parce que d'ailleurs c'est à cause de vous que l'IA aussi a pris cette aura de toute puissance. Parce que comme vous en avez eu peur, vous avez dit n'importe quoi. Alors, je vous mets dans le sac, mais bon, je dis la corporation de journalistes en général. Donc il y a eu ces gros titres, beaucoup. L'IA va nous tuer, c'est Terminator, 30 millions d'emplois en moins, gna 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 gna. Bon, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est parce que il y a certains titres qui sont obligés de faire dans le fantastique. D'accord? Il faut vendre du papier, donc il faut mettre des gros titres bien qui clignotent et qui vont impressionner les gens et les gens vont acheter les trucs. Donc ça a été un des problèmes, hein, parce que vous-même, vous êtes persuadé que ça allait vous tuer. Donc, bon, alors, bon, petit à petit, ça va mieux. Hein. Je ne vous cache pas que là, récemment, il y a quand même vous avez écouté des gens comme moi, et donc petit à petit, ça se calme un tout petit peu et on commence à entendre des voix alternatives, on va dire, qui commencent à expliquer que bon, c'est pas si grave que ça. Ce qui est marrant, vous voyez, dans vos titres, dans les titres qui étaient en 2022-2023, c'était exactement les mêmes titres que Internet en 98-99. C'était machin, ça va tous nous tuer, remplacer les emplois, 30 millions d'emplois qui vont disparaître avec Internet. Pour remplacer Internet par IA générative, c'est la même chose. D'accord? C'est des études de doigt mouillé qui ont strictement aucun intérêt et qui sont complètement fausses. Bon, bref. Donc cette corporation, effectivement, ça va mieux. Mais c'est une corporation qui a souffert de l'IA et qui en souffre un peu toujours parce que bon, il y en a toujours qui croient que ça va les remplacer. Et Alors, l'autre, effectivement, si je peux me permettre juste par rapport à ça, ok, bon, moi je représente pas la corporation, mais peut-être on a trop écouté ou donné la parole à des gens comme le docteur Laurent Alexandre aussi, ouais, qui en France ont une influence considérable pour faire diffuser ce genre voilà. d'idées. Et le problème, c'est qu'Alexandre, bon, il sait bien, hein, on se rend compte de temps en temps, il sait que je suis pas du tout d'accord avec lui, parce que lui, il est dans cette peur. Et bon, il écrit des bouquins, mais le gars, il a jamais fait d'informatique. Il faut quand même être clair. Donc, il a jamais fait d'IA de sa vie. Bon, il est rigolo, il a des opinions, il écrit des bouquins, il vend des bouquins, il fait de la science-fiction. Ben, c'est bien, c'est bien, mais il faut pas prendre ça comme argent comptant. D'accord? Donc il faut faire super attention. Il vaut mieux interroger des mecs qui font de l'IA, hein, et les Yann Lequin, les Aurélie Jean, aller parler à ces gens-là.
eux, ils savent ce qu'ils font. C'est praxitionneurs, c'est praticiens de l'IA. Donc voilà. Et la deuxième corporation, donc c'est effectivement les enseignants qui ont très peur, qui ont toujours un peu peur, mais qui ont un peu de moins en moins peur, du moins ceux à qui j'ai la chance de parler, parce que je leur fais faire des exercices qui leur montrent qu'ils sont plus forts que l'IA. Par contre, il faut qu'ils soient plus forts que l'IA. C'est-à-dire que il faut qu'ils soient bons dans le sujet qu'ils enseignent. Alors, on a peut-être un petit problème des fois d'avoir des enseignants qui ne sont pas vraiment au top de leur sujet, mais bon, considérons qu'ils soient au top de leur sujet, les enseignants savent plus que l'IA. Parce que l'IA, comme on a dit, elle fait des erreurs, elle hallucine, et cetera. Le prof peut faire des erreurs aussi de temps en temps, mais beaucoup moins que les IA. D'accord? Et donc, du coup, il y a une opportunité encore ici de faire monter les profs, de faire monter les enseignants sur un piédestal. Le piédestal des sachants. Eux, ils savent. D'accord? Je fais l'exercice souvent de la biographie de Victor Hugo. Alors, c'est quoi l'exercice de la biographie de Victor Hugo? Je dis, j'ai mes 25 élèves devant moi, là, et je dis, aujourd'hui, les gars, on va demander à ChatGPT de faire la biographie de Victor Hugo. Donc, faites-moi déjà le prompt. Ah, bah, purée, il faut faire le prompt, c'est en français. Donne, il y a 2 N. Oui, ok, bon, donne-moi la biographie de Victor Hugo en 2 pages. Voilà. Donc, on a réussi à faire le prompt, hein, ça a mis 5 minutes déjà. On rentre ça dans l'IA, et l'IA nous sort en 5 secondes la biographie de Victor Hugo en 2 pages. Voilà, madame, on a fini, on se casse. Non, les gars, c'est là que ça commence, en fait. Là, on va relire. Oh, purée, il faut relire tous les mots, toutes les lettres et tout ça. C'est 2 pages, oh là là, beaucoup. Hein. Oui, oui, c'est l'exercice. Donc, on va relire. Et donc, on commence à relire. Chacun va relire une petite phrase. Donc, sur les 2 pages, il y a 25 phrases, c'est très bien. Marcel, tu commences. OK. Victor Hugo est né le 18 mars 1802 à Besançon, blablabla. OK, très bien. Bon, on continue. Ah non, 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 continue pas, non. Parce que la prof, le piédestal, là, hein, donc, qui est sur son piédestal, qui connaît la vie de Victor Hugo, elle dit non, non, Victor Hugo n'est pas né au mois de mars, il est né au mois de février. Ah, merde. Donc, bon, ok, donc on continue à lire. Et à la fin, il y a eu 5 erreurs sur les 2 pages. D'accord? 5 erreurs plus ou moins grosses, mais il y a eu 5 erreurs. Donc, ça a fait quoi l'exercice là? Ça a fait que le sachant, la sachante, l'instit, elle monte un peu sur un piédestal. Bon, il faut faire plein de fois l'exercice, hein, parce que elle ne va pas monter un monde de 1 demi-millimètre à chaque fois sur le piédestal. Mais bon, il faut le faire plein de fois. Et donc, elle monte sur son piédestal de sachant. D'accord? Donc finalement, bon, la prof, elle sait des trucs. D'accord? Et moi, élève, je me dis, mais attends, si je rends des trucs avec ChatGPT, ça peut être faux, en fait. Ouais, ça peut être faux. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Madame, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut aller vérifier les sources. Il faut aller sur Wikipédia. Ah oui, Wikipédia, c'est pas mal, je connais, c'est sur Internet. Un dictionnaire. Ah ouais. Ah oui, il y a des trucs avec les pages et tout là. Ah oui, d'accord. Donc, et là, on se rend compte que on met le doute. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, mettre le doute dans la tête des apprenants, des gens qui vont utiliser le truc, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui. Parce qu'il faut douter de ces IA. Et je pense que l'enseignant, du coup, a l'opportunité de monter sur son piédestal et d'expliquer le doute. Oui, ça rejoint votre idée tout à l'heure sur les Lumières 2.0, qui mettait le doute également à cette époque-là. Bien, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Dr Luc Julia, d'avoir accepté cette interview, d'avoir répondu à toutes mes questions et que je vous les avais communiquées avant, mais vous m'avez dit que vous ne les aviez pas lues pour garder le frais, et c'est vrai que c'était très intéressant. Donc, je renvoie à votre livre, dont je vous laisse rappeler le nom. Non, c'est moi qui l'ai. Alors, IA générative, pas créative, l'intelligence artificielle n'existe toujours pas. Donc, vous insistez vraiment sur... Alors, même si vous utilisez cette expression d'IA, parce qu'on ne peut pas y échapper, franchement, ouais, c'est un mais peu compliqué. je mets au pluriel en général pour bien expliquer que c'est des outils spécifiques et qui sont très bons quand ils sont très spécialisés. Très bien. Merci encore pour votre temps et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.